Deux amis se rendent à tour de rôle l'un chez l'autre pour découvrir les objets culturels posés sur l'étagère. Il y a tout le monde là qui est sur les starting blocks et je dirais qu'elle a un peu dégainé la première, quoi. Ce qui est joli, c'est que comme je ne parle pas très bien anglais, je peux me perdre dans le dictionnaire et juste découvrir de nouveaux mots selon leurs propriétés sonores. Nos deux héros subissent un échec mais décident de rebondir. Et là, à Johannesburg, c'est une immersion totale. Elle rencontre le plus de musiciens possible, elle va dans les quartiers où normalement les blancs ne vont pas. C'était il y a 40 ans. Hein. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Non, hein. mais en même temps, c'est il y a longtemps quand même. Je pouvais pas trop savoir d'où ça arrivait, ni jusqu'où ça allait, mais c'est vrai que ça a de toute façon marqué plein de gens. Il était hors de question de s'imaginer qu'on allait l'enfermer quelque part ou quoi que ce soit. C'était vraiment un ovni, quoi. C'était Totalement. ou je dirais même une étoile filante, quoi. Plus on sait de choses sur elle, en fait, plus on a envie d'en savoir. On est directement dans ton espace à toi, ton bureau, où je vois principalement des disques, quand même quelques livres. Et là, tu vas te tourner vers quoi ? Vers les disques. Vers les disques. Les 33 tours. Ouh là 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 là. Alors je dis le titre. Lizzie Mercier des Clous. Ouais, et l'album, alors il n'a pas de titre dans C'est cette ça. version-là. En fait, c'est un album, soit en France, il est sorti juste sous son nom. Et sinon, il s'appelle Zulu Rock dans la version internationale. C'est son troisième album. Et il y a un gros sticker dessus, on peut peut-être le Voilà. dire là. De toute façon, on va décrire l'objet comme d'habitude. Il y a une photo de Lizzie Mercier des Clous, donc qui est une artiste, chanteuse et auteure et compositrice des années 80, 70-80. Donc là, il y a une photo d'elle... Française, hein ? Française, oui, tout D'accord, à fait française. hein. On va revenir un peu sur sa biographie, mais ouais, elle est française. Même si elle a, on peut dire, une carrière un peu internationale. Tout à fait. Oui, donc il y a un sticker sur sa photo, il y a marqué « Recorded in South Africa », donc enregistré en Afrique du Sud. Elle, la photo, elle a les cheveux devant les yeux, et je le souligne parce qu'en fait, si les gens découvrent cette artiste et qu'ils font des recherches en ligne sur elle et qu'ils regardent des vidéos des quelques rares émissions qu'elle a fait, elle passe son temps à enlever ses mèches, quelle que soit sa coupe, quelle que C'est soit vrai. l'époque. Elle a toujours eu les cheveux longs et qui lui tombaient devant. Je confirme. Et là, elle a un t-shirt jaune et puis elle a une espèce de serviette autour du cou, plein de couleurs. Le jaune est repris sur le lettrage de son prénom, son prénom et la moitié de son nom, Lizzie Mercier. Écrit en gros dessus, il y a peu d'indications, mais quand on retourne le disque, on voit une assistance de personnes visiblement d'Afrique du Sud, des Noirs, beaucoup de jeunes, des enfants même devant, et alors derrière il y a des gens avec le même t-shirt et la même casquette, et quelqu'un qui tient une guitare, et ça fait probablement partie des gens avec qui elle a enregistré l'album et qu'elle a rencontré à Johannesburg quand elle a fait cet album. Ce qui frappe d'entrée de jeu, c'est que il y a, en surimpression de la photo, il y a la liste des chansons et il y a un bon paquet de titres. Ouais, il y a une douzaine. Il y a, c'est c'est ça, ça. hein, il y a 12. Il y a une douzaine de titres. Qui soit fait des morceaux courts ou même s'ils sont longs. Enfin, je veux dire, bon, il y a de la musique quoi dessus. Hein. Ouais. Il va y avoir pas mal de choses, j'imagine. Et puis il y a autre chose qui frappe aussi quand on lit le détail des titres, c'est qu'il y a des titres en français, il y a des titres en anglais, et il y en a même un alors je sais pas en quelle langue on parle en Afrique du Sud, mais certainement Wakwazulu, KwaZulu Rock. Ouais.
Tout à fait. On reviendra en détail évidemment sur les morceaux, on reviendra même sur l'histoire de cet album. De toute façon, on peut le dire d'entrée de jeu, parce que bon, il se trouve que moi je la connais aussi. J'ai pas d'album d'elle, mais c'est quelqu'un qui a été quand même en fait très important, même si c'est une carrière vraiment totalement atypique, et je pense que ça va être sympa de revenir dessus, mais effectivement, enfin, surtout en plus sur celui-là, on peut le dire tout de suite, il y a quand même un morceau qui est un peu son unique tube pour le coup, mais d'un point de vue purement commercial, mais où sont passées les gazelles, mais ça à l'époque c'était quand même un truc énorme, quoi. Ouais. On pouvait pas trop savoir d'où ça arrivait, ni jusqu'où ça allait, mais c'est vrai que ça a de toute façon marqué plein de gens. Même elle n'aurait fait que ça, c'était déjà marquant, mais en plus je sais qu'elle n'a pas fait que ça, quoi. Ouais, on va parler de plein de choses, mais puisqu'on part par là, c'est en fait moi mon goût pour Lizzy Mercier des Clous, il date quand même de cette période-là, c'est-à-dire de ce single, mais que je n'ai pas acheté à l'époque, j'ai pas acheté le 45 tours. C'est juste que moi je suis pas du tout à l'origine et puis c'était les années 80 quand c'est sorti, en 84. On n'était pas trop branché ce qu'on appelle la world music aujourd'hui. Moi j'ai été pré-ado, enfin ado, et ma culture était anglo-saxonne essentiellement. J'écoutais du rock américain et du rock anglais, et c'était presque tout. Un peu de rock français, mais voilà, déjà c'était essentiellement rock pop. Et j'avoue que quand ce morceau est passé dans les radios à l'époque, j'ai eu un petit flash. Je crois que c'est un de mes premiers éveils à des musiques un petit peu d'autres pays, quoi, d'autres cultures. Et j'associerais ça quand même, c'est venu par le rock, parce que j'avais vu aux Enfants du Rock avant, les Enfants du Rock était l'émission de rock à la télévision, la diffusion d'un concert de Kid Creole and the Coconuts. Et en matière d'exotisme, ouais, c'est-à-dire que c'est pour ça que j'allais presque te reprendre un petit peu sur ce que tu as dit. Enfin, moi, je suis entièrement d'accord avec toi, puis je pense qu'on a le même parcours musical, donc voilà. Mais c'est vrai que je pense que quand même, dans les années 80, même si chacun avait peut-être des chapelles très marquées et qu'on venait tous, alors un tel pouvait venir de telle branche de la musique populaire, un autre telle autre, il y avait quand même toujours des possibilités d'accidents et de choses qui pouvaient un peu émerger à droite à gauche et qu'on pouvait entendre, et qui quand même forcément nous sortaient un petit peu de notre zone de confort. Enfin, ne serait-ce que par l'aspect reggae. Enfin, moi, j'ai jamais été grand fan de reggae, mais par contre, c'était quand même une musique qui déjà infusait partout. Alors, sans résumer le reggae à la world music et inversement, mais je pense qu'il y avait toujours quand même des petites choses qui traînaient. Et puis même, je sais pas si toi, t'avais déjà mis le doigt dans Talking Heads, mais enfin, il y avait des choses comme ça, même dans ce que nous, on appelait le rock et tout, qui montraient un petit peu des mélanges qui étaient déjà un petit peu plus mondial, sans parler de... Oui, ils y étaient, ils existaient dans les années 80, il y a un frémissement là-dessus, même dans les années 70, il y a un frémissement là-dessus, mais moi j'étais pas vraiment sensible à ça. Talking Heads, je suis passé à côté à cette période-là, il a fallu très longtemps pour que je m'y mette. Puis Talking Heads, c'était quand même un groupe de blancs américains qui était influencé par l'Afrique, et puis plus tard, David Byrd a montré comment il était ouvert à des tas d'autres musiques. Mais à cette époque-là, déjà, moi, j'ai pas trop identifié ce groupe. Et puis, c'est pas ces sons-là qui m'attiraient. Et c'est pour ça que je parle de Kid Creole and the Coconuts. Je pense que pour beaucoup d'entre nous, ça a été très important. Ça, oui. Moi, le reggae, j'aimais pas ça du tout quand j'étais jeune. Après, c'est venu plus tard. Mais Kid Creole and the Coconuts, qui était vraiment l'espèce d'hybridation new-yorkaise entre une musique qui était teintée de synthétiseurs, qui avait des sons de batterie des fois électroniques et tout ça, mais par contre des influences caribéennes, des sons latinos, voilà, des cuivres, et puis même il y avait des percus, tout à fait. Parce que je pense qu'on a vu la même émission certainement. Ouais, mais moi ce concert il m'a profondément secoué. Je sentais bien en fait que je pouvais avoir la curiosité d'aller vers d'autres musiques que le rock blanc que je connaissais en gros. Enfin, moi j'aimais déjà les musiques qui groovaient, mais vraiment très américaines. Et le jour où en plus une Française fait un tube avec ce morceau aux sonorités qui étaient quand même très très inédites pour nous, ça m'a vraiment beaucoup intrigué. Mais Lizzy Mercier des Clous, c'était un single, un nom qui apparaissait à ce moment-là,
pour les gens qui n'étaient pas initiés à la musique et qui n'avaient pas accès à d'autres vagues qu'elle a traversées avant, c'était vraiment un ovni, quoi. C'était totalement. ou je dirais même une étoile filante, quoi. Quelqu'un qui est arrivé. Enfin, c'est l'impression qu'on avait. Après, la réalité est autre. C'est vrai que moi aussi, c'est une apparition à la télévision. Et effectivement, je suis un peu secoué par la musique que j'entends, que je sens est totalement différente du rock pop que j'écoute habituellement. Et effectivement, elle chante en français, mais en même temps, elle a un chant très particulier. Il y a des images dans son texte aussi qui sont... qui évoquent plein de choses qui ne sont pas... Enfin voilà, on est très très loin de la chanson française, évidemment, classique, on n'y est même pas du tout. Et effectivement, on a subitement l'impression d'un truc qui apparaît, qui explose en direct, et qui, en gros, on ne sait pas où ça va nous emmener. Et moi, c'est la même chose. Après, j'ai pas non plus acheté le 45 tours à l'époque, mais c'est un morceau qui est resté très important pour moi, et puis je pense pour plein de gens. Et effectivement, je pense qu'on n'a pas tous suivi la suite de sa carrière, qui, on va y revenir, je pense, est plus problématique sur certains niveaux, notamment pour avoir quand même dû gérer ce succès, quoi. Oui, alors mais bon, on est en train de tout mélanger. En fait, on va remonter. Voilà. On va remonter aux origines et on reviendra sur cet album qui est pour moi son meilleur album et un album qui est passionnant au-delà de son cas à elle, pour ce qu'il représente justement au moment où il arrive. Faut quand même réaliser que à cette époque-là, des disques enregistrés par des gens d'Europe ou des États-Unis en Afrique du Sud, il n'y en a qu'un, qui est celui de Malcolm McLaren, l'ex-manager des Sex Pistols. Son premier album solo, il est allé chercher des sons là-bas, il est même allé chercher des mélodies, mais il n'a pas fait ça très proprement, c'est-à-dire qu'il a pas trop cité les musiciens sur son album après. McLaren, il a tout signé, lui et son producteur. En fait, ils ont tout signé, alors qu'il y a des mélodies qui sont évidemment jouées mais apportées par les musiciens. Les musiciens sont vaguement évoqués parce qu'il a fait des textes par rapport à chaque morceau. Il fait un petit texte dessus. En plus, tous les morceaux sont pas enregistrés là-bas, ils sonnent pas comme là-bas. Donc, à part elle, personne n'est allé là-bas pour l'instant. Parce que là, celui de Lizzy Mercier-Desclous, c'est 1984. Ouais, c'est 1984. Voilà. Donc on est aussi très longtemps avant Graceland de... Pas très longtemps, on est 2-3 ans avant. Ouais, 2-3 ans avant, enfin bon, à ce stade-là, moi je Graceland de Paul Simon, qui va être l'album qui va être une révélation pour beaucoup de gens mais il y a une musique très riche là-bas. Voilà. Et puis alors, juste après, il va y avoir Johnny Clegg qui va lui traverser l'Afrique et ramener ça. Certes, 2-3 ans, c'est pas beaucoup. Moi je trouve que ça fait beaucoup parce que ça montre à quel point cet album est quand même une espèce d'ovni aussi et carrément en avance sur un petit peu sur son temps. Et d'ailleurs, on va compléter par d'autres objets, notamment un bouquin qu'on connaît tous les deux, qui est un bouquin consacré à Lizzy Mercier-Desclous, qui s'appelle Lizzy Mercier-Desclous, Une éclipse, signé Simon Clair, et qui est sorti chez l'éditeur Playlist Society. Qui est un petit livre qui retrace la vie assez modestement de Lizzy Mercier-Desclous, mais voilà, c'est un très beau livre parce que il y a une approche et un style atypique dans la biographie, c'est-à-dire qu'il ne se soucie pas de raconter absolument tout, de s'attarder sur les causes et tout ça, mais il y a un vrai récit, et surtout je crois qu'il essaye de cerner ce personnage qui est très mystérieux encore aujourd'hui, et que les gens qui l'ont approché, et c'est là qu'on va venir un peu à la genèse de ce qui amènera à cet album, tout au long de sa vie, ont gardé un souvenir très fort d'elle. Et c'est un livre qui est à la fois un récit, mais qui est aussi constitué de témoignages qui viennent un peu comme ça donner une authenticité au récit, si je puis dire. Et dans ces témoignages, des gens qui l'ont approché, déjà personne ne dit du mal de cette personne-là. Tout le monde semble encore porter un sentiment très fort, parce que c'est quelqu'un qui est mort jeune, on va y revenir, à Lizzy Mercier-Desclous. Et surtout, c'est comme si tous ces gens épaississaient le mystère qu'il y a autour de sa personnalité, malgré les informations qu'ils amènent. C'est-à-dire que plus on sait de choses sur elle, en fait, plus on a envie d'en savoir. C'est ça que je trouve assez merveilleux avec ce livre. Oui, et puis il y a ce sentiment qu'on a affaire à quelqu'un qui a énormément d'énergie, qui bouge tout le temps, qui se remet en question, en cause, qui a l'air d'avoir aussi beaucoup de doutes, qui a une vie un petit peu chaotique, mais on y reviendra parce que je pense qu'il y a
il y a certains épisodes qu'on va évoquer. Il y a un moment où elle est plutôt sur Paris, puis après elle va être sur New York, et puis là on vient de dire qu'elle enregistre. D'ailleurs cet album c'est son premier ? Non, c'est son troisième. C'est troisième, tu l'avais dit ? Ah non, on va remettre dans l'ordre. Enfin bon, c'est déjà, c'est un vrai artiste globetrotter aussi. Ah, tout à fait. C'est quelqu'un qui, pour moi je vais pas dire ça, mais moi qui aime Bowie, c'est un artiste globetrotter aussi qui là où il vit, c'est là où il crée, et il n'arrête pas de bouger, et elle c'est un petit peu ça aussi, quoi. Oui, avec beaucoup moins de productivité. Oui. On va aussi évoquer pourquoi. C'est dans ce sens c'est le retour un peu de l'artiste qui arrive à, disons, à créer tout au long de son périple, mais j'ai envie de dire même de voyage, quoi. Oui, et clairement. Les albums de les albums de Lizzy Mercier des Clous sont liés au lieu où ils sont enregistrés et aux périodes qu'elle est en train de traverser. C'est-à-dire que, alors, il y a très peu d'autobiographie. D'ailleurs, ses textes sont assez mystérieux aussi. C'est une poétesse, c'est quelqu'un qui écrit des textes en dehors des chansons. Et il y a parfois des textes qui sont pas évidents à comprendre, quel est le sujet qui est traité, etc. Mais par contre, c'est des textes qui sont très suggestifs. C'est-à-dire que c'est très imagé, comme Mais où sont passées les gazelles. Il y a plein de phrases dans la chanson, en fait, qui sont des espèces d'indices et qui amènent un univers. Et je crois qu'au-delà des textes, chaque album de Lizzy Mercier des Clous, c'est vraiment un jalon, en fait. Elle a fait peu d'albums, mais chacun donne aussi un indice sur où elle en est dans sa vie. Et je marchais dans la rue un soir, pas d'autre. Seule à seule, je comptais mes pas pour me rassurer. Tout en fumant dans le noir, un mégot ajouré. Les heures chasses, le temps qui pressait, la caravane passe. Je pensais au sommeil pour de me réveiller. Mais au carrefour soudain, je les ai entreaperçus. Née au vent, elle déboulait à bruit d'abattu. Elle tanguait sous les phares des autos effarouchées. Mais où sont passées les gazelles? Et alors on va quand même essayer de mettre les choses dans l'ordre. Oui. J'ai pris quelques notes. Je précise que c'est essentiellement grâce à ce livre que j'ai relu pour le podcast, Lizzy Mercier des Clous in Eclipse. C'est là-dedans que j'ai trouvé une grosse partie des informations qui me manquaient pour présenter ce personnage. Donc elle naît à Paris en 56, à la fin de l'année. Et apparemment c'est une enfant pas voulue. Bon, déjà son père... je sais même pas s'il l'a su, en tout cas il n'est pas là à la naissance, sa mère n'en veut pas non plus, et elle va être élevée par son grand-oncle et sa grand-tante. Dans le quartier des Halles, à Paris, et ça va être important parce que c'est là que sa biographie va basculer. Elle est a priori très aimée par son grand-oncle et sa grand-tante, mais qui sont des gens d'origine très modeste. Ils vivent dans un tout petit appartement, voilà, ils ont très froid, enfin voilà, on est quand même à la fin des années 50 en France, on n'est pas dans le confort dans lequel on est aujourd'hui. Mais elle va d'abord découvrir l'art, c'est-à-dire elle est très curieuse, non seulement de musique, mais de peinture, de cinéma, de littérature. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la poésie, qui aime beaucoup Rimbaud, qui aime beaucoup l'art subversif aussi. Elle est très jeune, elle est attirée par Antonin Artaud, par des artistes un peu sulfureux, un peu extrême. Voilà. Il se trouve qu'elle est repérée, parce que c'est une fille aussi qui a beaucoup de charisme. Et elle est un peu androgyne, malgré ses cheveux longs, elle a un physique assez androgyne. Et il y a un voisin qui flash sur elle, littéralement, dans le quartier des Halles, qui la repère, et qui lui met un mot dans sa boîte aux lettres, et qui lui dit « J'aimerais beaucoup vous rencontrer ». Et il se trouve que ce voisin, c'est Michel Esteban, ou Esteban, je sais pas comment on prononce, qui est un jeune, alors plus âgé qu'elle, à ce moment-là, elle a 17 ans, je crois, et lui, il en a 25. Et lui, c'est un jeune fan de musique, et notamment de musique rock, pop, qui a ouvert un magasin de disques dans le quartier, qui s'appelle Harry Cover, jeu de mots assez limite. Mais, on a vu Pierre depuis, j'ai envie de dire. Oui. Et qui, alors c'est l'époque où dans les années 70, comme ça, où les disquaires parisiens sont des repères de gangs. C'est-à-dire qu'il y a aussi dans le même quartier, il y a le magasin mythique de Zermati, là,
je sais plus, moi aussi là j'ai un trou. Qui sont des magasins où souvent, selon leur goût et selon leur dégaine, les clients se font casser la gueule à la sortie parce qu'il y a une autre bande qui passe ou qui les attendent même littéralement. Oui, puis encore autour des Halles à ce moment-là, c'est quand même aussi c'est un quartier où disons que ça bouge quoi. Ouais. Puis ça bouge des fois entre guillemets pas dans le bon sens quoi. Non. Ça se frite quoi. On est dans les années 70, on commence à être fin des années 70. 74. C'est pas encore la fin. C'est pas encore le mi-temps. Quand elle le raconte en 74. Donc moi je dis quand elle a 18 ans en fait à ce moment-là. Parce qu'il tombe amoureux. Et puis c'est pas une petite histoire, c'est-à-dire que du coup elle se met à traîner tout le temps et dans le magasin et avec le monde musical qu'il côtoie. Et notamment, il est copain avec un groupe un peu mythique de l'époque parisienne qui s'appelle Marie et les garçons. C'est ça. Dont on va retrouver un des membres plus tard qui va faire partie du premier groupe de Lizzy Mercier des Clous. Pour l'instant, elle fait pas de musique, elle écrit un peu, elle fait un peu des collages, et ils vont créer ensemble un magazine. Enfin, disons que Michèle Esteban va créer un magazine dans lequel elle sera non seulement rédactrice, mais elle va faire la maquette, ce genre de choses. Un magazine qui s'appelle Rock News, qui aura très peu de numéros, qui sort en janvier 76. Mais à l'époque, en France, en gros, il y a Rock and Folk et Best, qui sont vraiment les deux magazines, et c'est les années 70, donc c'est à fond de musique prog, ou de métal, ou de choses comme ça, Et eux, c'est pas du tout leur truc, c'est-à-dire qu'eux, ils mettent en couverture Iggy Pop, les Ramones, ils sont nés en 74, 76. 76. Donc, ils sont à l'avant-garde de tout ce que va donner le punk après, quoi. Je crois que la première couverture, c'est Iggy Pop. Esteban veut partir aux États-Unis. C'est ça. Alors, il a prévu de partir tout seul, parce qu'elle c'est pas dans ses plans. Il se trouve qu'elle tombe enceinte de lui. Qu'ils ne veulent pas garder l'enfant, ni elle ni lui, et que l'avortement intervient juste avant son départ, et qu'il ne veut pas l'abandonner dans ce moment-là. Et donc il lui dit « je t'embarque à New York » juste après cette opération. Et donc ils partent tous les deux à New York, alors avec un peu le pécule du magasin, qui leur permet de voir venir, mais surtout ils arrivent dans ce New York dévasté du milieu des années 70, ce qui va jouer en leur faveur, c'est-à-dire qu'ils trouvent à un tarif vraiment très très modeste un loft de 300 et quelques mètres carrés à New York. Ils trouvent cet appart parce qu'ils ont croisé Patti Smith qui traîne à New York, et notamment au CBGB, boîte mythique qui a vu la naissance du punk américain, qui leur trouve l'appart, mais qui, comme elle a plus d'appart, va aller squatter chez eux. Et c'est le début d'une amitié aussi entre Patti Smith et Lizzy Mercier des Clous, assez forte et assez longue, puisque aux périodes où Patti Smith descend à Paris et où elle est revenue à Paris, elle viendra chez elle, il existe des photos aussi, on trouve des photos en ligne de leur amitié. Et puis elle trouve aussi, Patti Smith, que par son visage, et c'est assez vrai, Patti Smith a fait une fixation sur Arthur Rimbaud, et elle trouve qu'il y a quelque chose de Rimbaud chez Lizzy Mercier des Clous. Tout à fait, et c'est vrai que c'est assez troublant quand on voit les portraits de Rimbaud, et en plus avec cette espèce de coupe de cheveux un peu à l'arrache qu'elle a à une période, elle fait vraiment penser à ces images de Rimbaud. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Elle y voit, elle le dit, avec le côté mystique de Patti Smith, elle y voit une espèce de... Elle dit, j'ai cherché à retrouver Rimbaud toute ma vie, et en fait il s'est manifesté sous l'apparence de Lizzy Mercier des Clous. C'est assez touchant parce que ça montre là aussi tout de suite la fascination qu'elle exerce sur les gens, et apparemment c'est quelqu'un qui a la rencontre facile, c'est-à-dire qu'ils vont traîner au CBGB et les gens la remarquent. Alors là elle s'est pas encore fait cette coupe un peu à l'arrache, en fait c'est Michèle Esteban qui va lui faire un moment où elle veut changer de tête, il a jamais coupé les cheveux à personne, il prend un rasoir et il lui coupe des mèches, mais avant ça, quand elle est partie de Paris, elle s'était fait des cheveux, elle avait mis de la teinture argentée sur ses cheveux, donc elle a les cheveux argentés et elle se fait remarquer dans les lieux de concert, dans les squats et tout ça, par ces cheveux là, et il y a plein de gens qui la remarquent, dont en plus de Patti Smith, quelqu'un qu'on aime bien, qui s'appelle Richard Hell, qui est aussi qui était dans les Heartbreakers, qui a été dans plusieurs groupes, qui après a monté son combo à lui. Oui, tout à fait, et puis surtout l'écrivain de la Blank Generation, qui a écrit un des morceaux importants du punk américain.
voilà. Blank Generation, et qui va flasher sur elle, et ça va être réciproque. L'histoire d'amour avec Michelle Esteban s'arrête à New York, c'est-à-dire que c'est une femme libre, Lizzie Mercier-Desclous, a priori toute sa vie est comme ça, tous les hommes qui ont été avec elle le disent, les hommes et les femmes d'ailleurs le disent. Il était hors de question de s'imaginer qu'on allait l'enfermer quelque part ou quoi que ce soit. Oui, c'est pas possible. Elle accepte, elle était volontaire pour être avec quelqu'un, mais des fois elle disparaissait. Et ça revient dans les récits, dans les témoignages. Elle disparaissait et puis voilà, elle avait une aventure avec quelqu'un d'autre. Mais Michelle Esteban, par contre, va d'une part rester amie avec elle, et puis aussi sans le talent et a des intentions. Il veut monter un label de disques. Et il la lâche pas. Il sait qu'elle a quelque chose de magnétique, qu'elle a quelque chose de créatif en elle. Et alors, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un côté mercantile chez lui et tout ça. Non. Non, mais, parce que c'est pas un génie des affaires, raison. mais on verra à d'autres périodes qu'il est quand même un peu plus commercial qu'elle, il a plus de visée commerciale et plus Bien de sûr. réalisme commercial, mais là je pense surtout il est sensible à son Ouais. talent, quoi. Puis vu le contexte, je sais un petit peu ce qui va se passer après, mais disons, vu le contexte, effectivement, je pense pas qu'à ce moment-là, on puisse le taxer d'un quelconque... Opportunisme. Oui, voilà. C'est juste qu'effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il sent que... Enfin, de toute façon, en plus, là où ils sont à New York à ce moment-là, en gros, si tu fais pas de l'art, t'as pas beaucoup d'autres options. Enfin, je veux dire, c'est quand même, encore une fois, ce terreau qui va donner, et des gens comme Basquiat, toute une tonne de groupes dont on peut parler. Enfin, il y a une scène locale, parce qu'on parle souvent du CBGB, du punk et tout, mais il y a plein de petits clubs partout dans cette zone au sud de Manhattan qui drainent mais des dizaines et des dizaines de groupes, alors qu'ils font une musique qui est expérimentale et qui fait le lien entre le punk new-yorkais et ce qui va être le punk anglais. Mais on est vraiment dans ce qu'on va appeler à un moment la no wave. Voilà. Oui, et il se trouve qu'en fait, ils vont beaucoup au concert, ils sortent beaucoup dans les clubs. Avec Richard Hell, il y a vraiment, et lui il le dit jusqu'au bout, il y a vraiment quelque chose de très fusionnel, ils sont très amoureux. Et donc, comme lui, il fait de la musique, voilà, elle touche un peu à tout. Alors, ce qui fait un cas quand même de Michelle Esteban et de Lizzie Mercier-Desclous, c'est que par contre, ils sont pas du tout junkies, contrairement à énormément de gens dans ce milieu-là. Ils sont pas drogue. D'ailleurs, elle va essayer de faire décrocher Richard Hell de la drogue, ce qui est un peu un combat perdu d'avance, mais ils sortent beaucoup et elle a peur de rien, puis elle fait ce qu'elle a envie de faire, et notamment elle va commencer à s'approcher des instruments de musique, mais de manière pas du tout orthodoxe, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de formation et elle a surtout pas envie d'apprendre à bien faire. C'est pas du tout. Et c'est là que ce mouvement dont tu parlais, qui va s'appeler la No Wave, va être important, parce que s'il y a d'autres personnes qui pensent comme ça à ce moment-là, qu'il faut casser non seulement les structures des morceaux, c'est des gens qui sont aussi influencés par le free jazz, par des formes expérimentales de musique et tout ça, et ils sont dans le prolongement des punks, mais les punks, y compris les Américains, mais les Anglais c'est pareil, leur truc c'est de faire du rock'n'roll vite et fort. Alors que eux, cette vague-là, il y a vraiment la volonté de faire quelque chose de neuf, et en s'affranchissant des règles de la chanson pop, des structures classiques, etc. Et il se trouve que le côtoie tous ces gens-là, alors des groupes qui sont un peu moins connus que la partie punk, mais qui aujourd'hui sont reconnus comme très influents, et notamment sur la musique électronique, parce que par exemple c'est des gens qui aiment bien faire des boucles, qui aiment bien trouver des espèces de motifs, quel que soit l'instrument, quel que soit l'objet utilisé, et qui vont construire là-dessus. Ils font des morceaux assez hypnotiques, par exemple. Fréquente ces gens, elle les côtoie, elle est influencée par eux, et va venir rejoindre à New York le frère de Michelle Esteban, qui s'appelle Didier Esteban, qui va faire de la musique avec Lizzie. Et alors lui, il va
doué des tas de trucs, mais il joue de la guitare et elle va prendre la voix dans un premier temps. Et la voix, dans cette logique de ne pas faire les choses de manière classique, elle ne va pas chanter. Elle va éructer, elle va faire des onomatopées, des petits cris, des bruitages, des choses comme ça. Et par contre, comme elle parle un anglais qu'elle découvre en fait progressivement, elle va utiliser des mots anglais mais sans se soucier du sens. Elle va les utiliser pour leur sonorité. Je vais prendre un extrait du bouquin dont on parle depuis tout à l'heure parce qu'elle en témoigne et je trouve ça assez intéressant. Elle dit « J'utilise les mots uniquement pour la manière dont ils sonnent et s'adaptent au rythme. Ce qui est joli, c'est que comme je ne parle pas très bien l'anglais, je peux me perdre dans le dictionnaire et juste découvrir de nouveaux mots selon leurs propriétés sonores. » Et elle va se mettre à la guitare à peu près de la même façon. Elle dit « Trop souvent, quand une femme joue de la guitare, elle essaie vraiment d'être l'égale des hommes. Du coup, elle répète encore et encore pour sonner comme Jimmy Page. » Donc Jimmy Page qui est le guitariste de Led Zeppelin. Je pense que les femmes ont une certaine sensibilité qui leur permet d'approcher la guitare d'une manière très différente, d'une manière plus belle. Bon, c'est très poétique comme conception de la chose, c'est-à-dire c'est très imagé, mais l'idée c'est quand même que, et là c'est son Eric Fitoussi qui va les rejoindre, qui est le mec de Marie et les garçons, oui. qui va l'initier à la guitare, qui dit lui en gros, il témoigne aussi dans le bouquin et il dit mais en fait, j'ai jamais vu quelqu'un jouer de la guitare comme ça, c'est-à-dire elle essayait pas de faire ce que font les autres, et du coup c'était génial au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de neuf, elle tapait sur les cordes, elle pinçait les cordes, mais de manière totalement instinctive. Moi, c'est ce que je mets sous le terme expérimental, mais pour moi, il y a vraiment rien de négatif dans l'expérimental, et il n'y a rien de péjoratif et tout, c'est au contraire, c'est une tendance dans l'art, enfin, c'est aussi retrouver un peu les sensations que tu as quand tu es enfant et si tu as une pratique que tu fais avec plaisir et notamment une pratique artistique, tu n'es pas encore entravé par toutes les couches de culture et de pratique que tu peux avoir plus tard ou si tu as suivi un cursus classique dans n'importe quelle forme d'art, c'est effectivement retrouver un peu ce côté instinctif par rapport à n'importe quel outil auquel tu es confronté et qui t'aide juste à créer. Et c'est pour ça que l'attitude de Lizzie Mercier Desclous, pour moi, elle est juste tout court. Et surtout, l'art, c'est ça, l'art est là. C'est vraiment, comme je disais, trouver des solutions graphiques pour le dessin. Mais là aussi, je te donne une guitare, tu sais pas en jouer, trouve des solutions sonores, trouve quelque chose à faire avec ça. Et ouais, pour l'instant, tu t'en moques des gammes, des modes, de mettre ton doigt là, ou ceci, ou cela, ou... Non. Il y a un autre élément qui va jouer et qui concerne beaucoup d'artistes de la No Wave. C'est un aspect là que les punks détestaient, y compris les punks new-yorkais, à part Blondie, qui est l'aspect festif de la musique et l'aspect dansant. C'est-à-dire qu'en même temps, on est aussi à la période du disco, où arrive le disco, qui envahit les clubs à New York, et Esteban et Lizzie essaient de rentrer dans les clubs. Alors au Studio 54, ils se font refouler, ce qui leur amène encore autre chose, et là ils vont découvrir la musique latino, parce que quand ils ne peuvent pas aller au Studio 54, ils vont dans les clubs où on les veut bien, et c'est les clubs latinos. Mais en fait, ils sont ouverts à des tas de choses, et dans la No Wave, il y a pas mal de groupes ESG, il y a 3-4 groupes comme ça où ça danse, en plus d'être bruitiste, déstructuré, il y a quand même un groove derrière, et ce sont des musiciens qui apprécient aussi le côté très tribal de la musique, festif, qu'il peut y avoir dans le disco. Non mais ça t'as raison, oui, ça c'est très important. Parce que ce que tu disais tout à l'heure aussi, où il y a beaucoup de groupes qui aussi partent sur des boucles. Donc de toute façon, la boucle c'est la trance. La trance c'est aussi un peu ce que doit amener la danse. Hein. Quand on danse, c'est pour soi-même s'hypnotiser. Mais là encore, de toute façon, ce qui est intéressant, c'est que New York à ce moment-là, c'est toute la planète, elle est à New York. Ce qui fait que même dans leur communauté un petit peu au sud, il y aura quand même plein de racines différentes en fait. C'est ça qui est génial. Ce qui fait que ils s'y mettent en fait avec le frère Esteban et Lizzie Mercier Desclous, ils s'y mettent. Alors ils ont une première formation à tous les deux qui s'appelle dans un premier temps Lola Rastaquouère et puis ils changent de nom pour s'appeler Rosa Yemen, en hommage à Rosa Luxembourg qui est morte au Yémen, et ils enregistrent 3-4 titres comme ça, et déjà il y a les prémices de ce qui va devenir le premier album, c'est-à-dire une musique où effectivement on oublie les structures classiques, on n'est pas dans le couplet-refrain du tout, où elle chante pas vraiment, elle sort des phrases, où elle sort des bruits, où elle sort des mots,
Et il y a des structures comme ça, rythmiques très heurtées. Alors il y a déjà très vite des traces quand même de choses complexes au niveau rythmique. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qui est souligné par les témoins de l'époque, c'est qu'elle avait un sens rythmique assez original. Elle est capable d'entendre des polyrythmies, ce qui est pas évident. Pas donné à tout le monde. Et bon, très vite, alors à deux, leurs concerts sont dans des lieux très très confidentiels, ils jouent dans une galerie et tout ça, et ils en font très peu. C'est une vie de bohème, mais à la grandeur de New York, quoi. Ouais, c'est là où c'est génial, quoi. Ils arrêtent pas, en fait, quoi. Il y a une émulation. Voilà, en fait. une émulation. Une émulation. Et ces gens se côtoient, vont dans les mêmes lieux, se prêtent du matériel. Et donc, ils enregistrent ce premier album sous la houlette de Michel Esteban, qui crée son label. C'est ça. Son label qui s'appelle The. Il faut bien le dire comme ça, The Records. ZE, parce que, en fait, pour financer son label, il a rencontré un Anglais qui veut investir, qui est très riche, qui veut investir de l'argent dans la musique. Alors, j'ai pas noté son nom de famille, mais son nom de famille commence par un Z, Esteban par un E. Et donc, c'est pour ça que ça s'appelle The Records. Oui, d'accord. Mais aussi parce que pour se moquer d'eux-mêmes, de la manière dont les Français prononcent le The. Donc voilà l'histoire en 2 mots du label, qui a un logo assez reconnaissable sur sur les ronds centraux des disques, puisque ça reprend les couleurs et les motifs des taxis new-yorkais en fait. Le jaune et le damier des taxis new-yorkais. Donc c'est des labels qui sont assez jolis. Alors j'ai la chance d'avoir ce premier album qui est... Ouais, ça c'est vraiment mieux. T'as de la chance. Ouais, celui-là d'ailleurs, j'aimerais bien l'avoir. Il est assez recherché. Bon, après, il a été réédité. Je te passe commande. Il a été réédité par Light in the Attic, qui est un label américain qui aime beaucoup rééditer des tas de choses. Ouais, mais là, je t'avoue que de l'avoir là comme ça, un sûr. peu avec la pochette abîmée et tout, là, pour moi, c'est original, tu vois, je sens presque le parfum, quoi, tu vois. T'as l'impression de sentir New York, là, fin des années 70, là, même en fait, sur le disque, quoi. Il aurait été plus chic que pour l'étagère, je dis que ce soit celui-là, l'objet. Mais, tu vois, de choisir plutôt le premier album que le troisième. Ouais, mais d'abord, sentimentalement, j'ai quand même une préférence pour le troisième. Et puis, je sais pas pourquoi en ce moment, j'avais besoin d'un disque plus ensoleillé, plus lumineux. Je pas comprendre pourquoi. Voilà. Alors, ce premier album, il est super intéressant, à plus d'un titre. Ouais, je crois qu'il y a un morceau que je connais, qui est vraiment très bien, quoi. Alors, il y avait une espèce de le single, petit tube, qui est Fire. C'est ça. Hein. Et c'est une reprise voilà. d'un morceau d'Arthur Brown. Alors, Arthur Brown, c'est une espèce de fou furieux des années 70, un anglais, je crois. Qui s'est fait connaître notamment par ce single où il y a Fire sur la face A et sur la face B la reprise de I Put a Spell on You, le morceau de Screaming Jay Hawkins. Et lui, il aurait pu aller dans les trucs un peu chiants de la musique progressive, très complexe et tout. Il est dans cette vague-là, mais c'est un peu un hystérique. Il est entre Zappa, Todd Rundgren, tu vois, ces gens qui essaye aussi des tas de trucs, et puis lui, alors, il a des albums concept autour des extraterrestres, il est complètement barré, et il a un côté aussi Alice Cooper, tu vois, le mec qui se maquillait sur scène et tout ça, c'est un mec un peu fou, c'est pas pour rien qu'il reprend Screaming Jay Hawkins, je pense, il y a ce côté un peu théâtral, cabaret de la... Et donc elle est fan de ce morceau et de ce mec-là, donc elle reprend ça, mais dans une version un peu disco, il y a un groove disco derrière. Ouais. Qui amène un truc intéressant. Ça nous met déjà un indice sur quelque chose qu'il faut vraiment garder à l'esprit quand on parle de Lizzie Mercier des Clous. C'est qu'elle a une créativité folle, mais une grosse partie de sa discographie, ce sont des reprises. Il y a quelques compositions originales, mais elle aime beaucoup les reprises. Alors par contre, elle ne fait jamais, ou très rarement, une reprise fidèle à l'original. Elle en fait plus vers la fin. Bon, elles ne sont pas totalement fidèles, mais elles sont un peu plus conformes. Et ces 2 derniers albums sont beaucoup moins intéressants. Je crois que ça fait partie des raisons, mais enfin, on en reparlera peut-être. Là, comme reprise, il y a des choses étonnantes. Il y a notamment, elle reprend Mission Impossible, le générique de Mission Impossible. Oui, ça aussi, je crois m'en souvenir que même si on le connaît très très bien, à l'écoute de cette version-là, ça permet de comprendre aussi un peu ce qu'il faisait avec la musique, quoi. Ben, ce qui l'intéresse, c'est la signature rythmique, c'est le temps. Et ça, alors elle le fait à la guitare sur une vidéo, pas très bien d'ailleurs. Je ne doute pas qu'elle ait un sens du rythme, enfin, je sais pas dans quel état elle était sur le live que j'ai vu. Mais c'est ce motif qui les intéresse. Après, la mélodie, il la retrouve à peine. C'est là qu'il y a le guitariste de Marie et les garçons qui lui, reprend un petit peu le thème, mais de manière très discrète. Donc c'est une version originale. Et surtout, elle reprend, en fait, elle avait un 45 tours
où il y avait Mission Impossible sur la face A et Jim on the Move, qui est aussi un extrait de la BO de Mission Impossible, mais que personne connaît. Eh oui. Et comme elle et justement le guitariste de Marie et les garçons étaient fans de ce 45 tours, bah, ils reprennent les deux morceaux en fait. Donc ça déjà c'est... et je crois qu'elle rajoute du texte sur un instrumental qu'elle n'avait pas besoin. Et autre reprise aussi très étonnant, il y a un morceau qui s'appelle Tumor, qui veut dire tumeur en anglais, et qui est en fait une reprise de Fever, le standard... non mais voilà, je me souvenais de ça aussi. Standard jazzy que Presley a chanté, tout le monde a chanté. Avec sa ligne de basse mythique. Et sauf qu'elle change les paroles en disant, au lieu de dire tu me donnes la fièvre, tu me donnes une tumeur. Quoi. Ce qui est d'une... malheureusement, ce qui est prémonitoire de comment elle va finir. Je voulais pas le dire. Elle. Voilà, c'est d'une triste ironie, si on peut dire. Mais en tout cas, c'est là, elle le fait avec humour et c'est... Et ça fonctionne. Après, il y a un morceau qui s'appelle No Golden Throat, pas de gorge dorée. En fait, Golden Throat, c'est une pédale de guitare qu'ils sont jamais arrivés à faire marcher. Ce morceau avait pas de titre, ils devaient l'utiliser. Et comme ça marchait pas, le titre, et du coup, elle improvise des paroles là-dessus. Et voilà, c'est un disque où il y a beaucoup d'improvisation, d'idées comme ça qu'elle chope au passage. Et c'est un disque qui est vraiment emblématique de ce qu'a été la No Wave, c'est-à-dire que si on écoute les autres groupes de cette époque, les Butch Tetras, James White ou James Chance, il a deux noms, saxophoniste qui fait des trucs très barrés aussi. Lydia Lunch, tous ces gens-là, toute cette communauté, cette galaxie new-yorkaise de gens qui expérimentaient beaucoup et qui s'échangeaient dans les autres, cet album, si on ne dit pas qu'il est d'une française, enfin, à part l'accent, elle a effectivement un accent français à couper au couteau. Ouais, de toute façon, je pense qu'effectivement, il est... Puis, enfin, entre guillemets, même, j'avais cru comprendre qu'aussi, même notamment avec la reprise justement de Fire, ça avait un petit peu bien marché aussi. Enfin, je veux dire, à leur niveau à eux. C'est ça. Mais... Il y avait quand même une espèce de petit côté, c'est un morceau qui passait quand même un petit peu en radio, alors pas les trucs nationaux et tout, mais enfin il y avait quand même un petit peu il y a eu du bruit et puis voilà. Le label qui signe, qui produit, c'est The Records, mais ça intéresse tout de suite Island et notamment Chris Blackwell, le patron d'Island, qui la repère et qui dit un sacré pif. Hein. Et qui, le type qui entre autres a fait venir Bob Marley. Oui, déjà. Mais c'est ça, lui aussi arrive à synthétiser beaucoup de choses, à faire venir plein de gens de plein d'horizons différents. Quoi. Tout à fait. Et donc c'est lui qui va assurer la distribution. Et ça va changer évidemment des choses. C'est que à partir du moment où c'est lui qui distribue, c'est mieux distribué. The Records, ils ont comme force de frappe, ils n'ont pas grand chose au départ. Et avec Island derrière, le disque va être accessible. I bid you to burn. Fire, I bid you to love. You're gonna burn. You fought hard and you saved, but it's all going to burn. Don't you mind, you turn around. You've been so blind. You fall behind. Oh no. Fire. Alors c'est pas des grosses ventes, mais par contre elle est repérée partout, elle a une crédibilité en fait tout de suite. Et c'est ce qui va amener au second album qui s'appelle Mambo Nassau et qui, comme son nom l'indique, va être enregistré à Nassau. C'est-à-dire que en fait ce qui se passe, c'est que au Bahamas, on est d'accord. Ouais, au Bahamas, là dans un studio qui est mythique puisqu'il y a énormément d'Américains qui débarquent là-bas pour enregistrer. Donc ça c'est cette première album c'était 78 avec quand même un single avec Fire et après ils partent pour Nassau vers les années 80, au début des années 80, parce que aussi ils sentent qu'à New York ça se dégrade, c'est-à-dire qu'ils sentent que tout le monde est en train de tomber dans la dope et puis que tous ces gens qui étaient un peu underground commencent à marcher et que l'argent arrivant, les rapports deviennent plus tendus. C'est-à-dire qu'avant, ce qui raconte Michel Esteban, c'est que tout le monde venait jouer sur l'album des autres. Tu enregistres un album dans un petit studio new-yorkais, tu as d'autres qui enregistrent à côté, tu as besoin d'un sax, ils viennent faire un solo de sax.
Et il n'est pas question d'argent, même le featuring sur ce que tu es listé à l'arrière, je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas très important. Et quand l'argent arrive, ça commence à tendre les rapports entre les uns et les autres, évidemment. La taille des labels, la distribution derrière ou pas. L'exclusivité, le machin. Et donc, si tu veux mon solo de sax, maintenant, il va falloir aligner. Donc ça, c'est une ambiance qui lui plaît pas du tout. Il y a ça aussi chez elle. Je pense que c'est quelqu'un qui est... si elle a fait peu d'albums et que sa carrière est en dents de scie, c'est qu'elle elle avait pas du tout envie de faire partie du système. Et ça reviendra d'ailleurs plusieurs fois sur ses aventures. C'est qu'à chaque fois qu'elle se sent prisonnière de quelque chose, elle s'en va. Mais après, c'est vrai qu'à ce moment-là, plein de gens qui sont sur Island, de toute façon, vont enregistrer leur album dans ce fameux studio. Et pourquoi ? Il appartient à Chris Blackwell. Et là, encore, c'est une espèce de mélange entre Compass Point, je crois qu'il s'appelle, ou un truc comme ça. Où il y a vraiment des gens qu'on aime qui sont allés enregistrer là-bas. Talking Heads, Robert Palmer, puis il y a un petit jeune sorcier. Alors à chaque fois j'oublie le nom du pays africain d'où il vient, mais Wally Badarou. Wally Badarou. Pour moi, c'est lui qui va produire. Pour moi, c'est le symbole. Alors lui, on pourrait même pas prendre un objet sur l'étagère, mais en fait il y aurait plein d'objets sur l'étagère où il y a son nom dessus. Mais ça, il faut en parler. Mais voilà, dont le deuxième album, qui était un spécialiste des synthés, des claviers. Synthé, mais qui lui et sur tous les albums de Grace Jones, des gens qu'on a mentionné avant, qui est partout, et même chez nous, moi il y a un album que j'adore d'un Français qui s'appelle Alain Chamfort, Amour année zéro, qui est complètement enregistré là-bas, dans le même studio, et c'est la Badarouze Touch, quoi. De toute façon, ce mec, pour moi, c'est un génie de la musique. Alors là, pour de vrai, quoi. C'est quelqu'un... Le son des années 80, mais dans ce qu'il a de plus beau, et de plus détonnant, et qui, je trouve, fonctionne encore aujourd'hui. Pour moi, c'est l'un des principaux acteurs et créateurs de ça, quoi. Wally Badarou, ce nom, il faut de toute façon, on le voit sur les pochettes, et alors celui-là, je regrette de ne pas l'avoir, il est encore plus difficile à trouver. Le deuxième album, c'est certainement le plus rare de tous les albums de Lizzy Mercier des Clous, Mambo Nassau, qui est enregistré donc dans les studios d'Island, dans les studios de Chris Blackwell, évidemment à Nassau, et en même temps enregistre à côté Grace Jones, Bob Marley et Eric Clapton. Selon la légende, selon toujours ce bouquin qui est la référence pour ce podcast, elle va emprunter des cordes à Clapton parce qu'elle n'a plus. Et lui, en échange, il fait découvrir des tas de choses, quoi. Bob Marley, à un moment donné, a envie de faire un concert. Il loue le stade de foot de Nassau. Et ils vont voir Bob Marley en concert, comme ça, d'une minute à l'autre. Donc, voilà, là aussi, il y a une émulation. Et c'est Wally Badarou qui supervisait l'album. Et cet album, alors je ne l'ai pas, mais je l'ai écouté. Oui. C'est un super album. Et c'est la transition parfaite, en plus, entre New York et le troisième album qui sera en Afrique du Sud. C'est-à-dire que elle ne chante toujours pas. Elle est toujours dans ces espèces de phrases lancées comme ça. Mais sur une musique, pour le coup, qui se rapproche des Talking Heads. Et avec des influences, là aussi, caribéennes, des sons entre funky, reggae, tout ce qu'on appellera la world music, la sono mondiale, comme on veut, quand la pop rock s'ouvre à des rythmes différents et à des sonorités différentes qui ramènent du groove, de la présence, en fait. C'est très vivant, voilà. C'est un album qui est très vivant. Et puis, il y a quelque chose, on n'arrête pas de la rattacher aux autres, mais il y a quelque chose qui est très personnel, c'est-à-dire que on la reconnaît, même dans les instrumentaux. Alors que c'est pas elle, du groupe, c'est pas elle la plus musicienne à la base, selon le terme, selon l'appellation classique. Mais même ces instrumentaux, ils ont sa touche, quoi. C'est une identité très forte. Et donc c'est un bel album qui est très difficile à trouver parce que ça va être une catastrophe au moment de la sortie. En fait, si j'ai bien compris, alors Island et il y a un accord, je crois, je ne veux pas dire de conneries, avec Polydor à ce moment-là. Et quand il voit qu'il n'y a pas de single dedans, il laisse tomber la promo et la distribution va être catastrophique. Ce qui fait que en France, il est introuvable. C'est un album qui, alors que c'est une artiste française, c'est douloureux pour eux. En plus, Esteban, il perd son label à ce moment-là, ça marche plus pour lui. Donc c'est un moment vraiment très très. Aussi, il avait fait trop de trucs aussi, parce que The Record. Il y a un moment, il y avait aussi donc
Il y avait Kid Creole, Ouais, il y avait Kid Creole. Même à un moment, il y a eu John Cale. Hein, qui... Ouais. Donc, nos deux héros subissent un échec, mais décident de rebondir. Ils découvrent ces sons d'Afrique du Sud, ils pensent que ça se passe là-bas, et donc ils décident d'y aller. Et là, je crois que c'est Polydor qui leur fait un chèque en blanc en disant ok, il croit en elle quand même, ça montre quand même que voilà, qu'elle donne la foi quoi en fait. Et ils font appel à un producteur. En fait, alors ça, je crois que c'est pas eux qui le choisissent, ça leur est un peu imposé, mais il y a un coup de cœur, encore une fois, avec un producteur qui s'appelle Adam Kidron, qui est quelqu'un qui va les accompagner dans leur trajectoire africaine. Il faut dire qu'elle demande à la maison de disques de payer un billet qui traverse toute l'Afrique. C'est-à-dire qu'avant d'arriver en Afrique du Sud, qui comme son nom l'indique c'est ça. est tout en bas, elle veut traverser, en commençant par l'Égypte, elle passe par le Yémen, elle passe par tout ça. Certainement, comme elle aussi, elle est fan de Rimbaud, influencée par la fin de Rimbaud, elle a envie d'aller sur ses traces aussi, mais aussi par appétit culturel, c'est-à-dire qu'elle a envie de découvrir cet univers-là. Et évidemment, c'est pas quelqu'un qui voyage en première classe dans les grands hôtels et tout ça, c'est pas du tout sa manière de faire. Donc ils partent avec Esteban et Kidron, dont elle tombe amoureuse, enfin lui aussi, hein. Et donc ils traversent l'Afrique, et puis ils se retrouvent à Johannesburg. Et là, à Johannesburg, c'est une immersion totale. Elle rencontre le plus de musiciens possible. Elle va dans les quartiers où, normalement, les Blancs ne vont pas. Parce que là-bas, on est dans un racisme d'institution. Hein. On est dans un racisme comme à l'époque de la ségrégation aux États-Unis, voire pire. Mandela est encore en prison. Mandela est en prison. Mandela, il va sortir bien après. Oui, c'est pour ça que je dis. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a des espaces réservés aux Blancs et des espaces réservés aux Noirs. C'était il y a 40 ans. Hein. Ouais, c'est pas si vieux que ça. Non, hein. mais en même temps, il y a longtemps quand même. C'était pour appuyer ce que tu disais, qu'effectivement, c'est pas évident qu'une petite blanche comme elle, et même avec ses copains blancs, puissent aller où ils veulent, comme ils veulent, surtout avec leur attitude qui n'est justement pas un mode star, on débarque et tout, même s'ils ont peut-être un petit chèque en blanc de Polydor, ça doit pas non plus être des sommes folles. Enfin voilà, eux, ils sont au plus proche des gens, quoi. Surtout qu'ils débarquent dans les bureaux de Polydor là-bas, à Johannesburg, et qu'ils disent on veut enregistrer avec un groupe local, ouais, noir, non. Et même quand ils vont expliquer à la branche musique noire de Polydor, parce qu'il y a aussi une branche, parce que toujours pareil avec ces maisons de disques, hein, respectent le racisme local, mais quand même il y a certainement l'intérêt de vendre des disques au public noir là-bas, même s'il est plus modeste, et donc il y a une branche qui signe des groupes de musique de là-bas. Et pareil, les Noirs ne comprennent pas ce qu'elle veut faire, cette blanche, qu'est-ce qu'elle veut faire. Et on peut comprendre, est-ce qu'elle est là pour s'approprier les choses et tout ça. Donc il va falloir casser tout ça, et ils vont s'y employer avec Michel Esteban, ils vont tenir le coup, et avec le producteur surtout, Adam Kidron, ils vont vraiment s'acharner, rencontrer les musiciens, et elle va monter un groupe de musiciens locaux. Alors un groupe énorme, c'est-à-dire que y a guitare, basse, batterie, il y a des percus, il y a des cuivres, il y a un accordéon, il y a des choristes. C'est ce que j'allais dire, du bois et tout. Et donc quand il s'agit de rentrer en studio, il y a déjà un problème. De place. Voilà, juste au niveau de l'organisation, de la logistique, il y a un problème. Surtout, on va pas faire du piste par piste peut-être. Non, c'est pas l'esprit, c'est-à-dire que c'est beaucoup du live, mais elle tient bon parce que c'est ce qu'elle veut, et ils vont écrire des morceaux. Alors là, il faut bien s'entendre parce qu'il y a eu une polémique après le succès de l'album. Je crois avoir entendu ça, oui. Il faut que les choses soient bien claires, c'est-à-dire que toujours dans sa logique de reprise, qui était déjà dans les deux albums, elle va reprendre des morceaux traditionnels ou des morceaux de la musique qui est à la mode là-bas. Alors, je connais pas tous les courants musicaux, puis surtout j'ai peur de mal les prononcer, mais il y a une source de musique traditionnelle, et puis en Afrique du Sud il y a aussi du métissage musical, c'est un des rares endroits où le métissage peut se produire, et donc il y a l'électricité qui est arrivée, il y a des influences de musique européenne, américaine, et puis dans les clubs où elle va, elle entend de la musique sud-africaine mélangée avec Madonna, avec les artistes qui émergent à ce moment-là, quoi.
Et donc, elle va constituer un groupe comme ça et prendre des morceaux du patrimoine ou des morceaux sur lesquels elle a flashé là-bas et elle va changer les textes et s'approprier un petit peu les mélodies de chant. Mais où sont passées les gazelles? C'est la retranscription française phonétique d'un morceau sud-africain qui dit totalement autre chose, évidemment. C'est ce qu'elle entend, c'est ce que ça lui évoque. Et la moitié de l'album, en fait, ce sont des reprises. L'autre moitié, c'est des buffs, des jam sessions avec les musiciens locaux, et ils composent des morceaux ensemble. Et donc sur l'album, en fait, il y a une partie qui est signée, les textes c'est toujours elle, la musique par les musiciens avec qui elle a fait qui ont mis les structures des morceaux sur les jam sessions, et puis quand c'est des traditionnels, il n'y a pas d'auteur. Voilà comment sort le disque. Et ce qui va se passer lors de la sortie, c'est que dans un premier temps, les gens qui sont ouverts aux musiques nouvelles, aux sons exotiques, vont se jeter là-dessus, notamment Actuel, le magazine Actuel, qui est un magazine fondé par Bizot. Et Bizot, il fait le même trajet qu'elle, il vient de traverser l'Afrique, il vient de ramener des disques. Alors, il n'a pas trop traîné en Afrique du Sud, mais dans d'autres pays africains, il a ramené des musiciens en France, qu'il va aider à produire, etc. Quand il voit arriver cet album, il flash dessus. Et sauf que, en fait, Adam Kidron, malgré les sentiments qu'il a pour les Immersiers des Clous, trouve que c'est pas très clair la manière dont les morceaux sont attribués sur le disque. C'est-à-dire qu'il aurait aimé que ce soit précisé, que ce soit des morceaux traditionnels, qui a composé quoi, il y a juste les noms et c'est pas précisé. Voilà. Et donc, il en parle certainement en gaffant un petit peu à Bizot, au cours d'une interview actuelle, et ça renverse complètement, c'est-à-dire qu'elle va se faire accuser d'appropriation culturelle, et l'album va se faire descendre du jour au lendemain. C'est une histoire assez folle parce que, en fait, certes, elle a peut-être pas été totalement réglo, mais c'est la seule, quand on regarde les albums de cette époque-là, c'est la seule qui crédite les musiciens sud-africains pour leur participation. Paul Simon va citer les musiciens, mais tous les morceaux sont signés de lui. C'est clair. Et bon, il y a d'autres cas en fait, quand je me suis un peu penché sur le sujet. Non mais c'est pas étonnant, non, malheureusement elle paye un peu disons, je pense qu'on lui a fait payer là quelque chose à mon avis. Je pense déjà ce qu'on lui a fait payer, c'est qu'elle s'intéresse tellement peu en fait aux maisons de disques, à la manière dont ça se passe, que je pense que elle a rempli un papier vite fait en fait. Je n'étais pas là, j'en sais rien, c'est de la spéculation. L'ensemble de sa biographie et de sa discographie laisse à penser que au pire des cas, c'est une maladresse. Ce serait vraiment très très étrange qu'elle ait voulu profiter de ces musiciens alors qu'elle a toujours fonctionné dans une espèce de... De toute façon, tu dis, elle en a cité... ils sont crédités. Ils sont tous crédités. Pour la première fois, elle chante. On le sait, dans Mais où sont passées les gazelles, il y a une mélodie de chant. Puis il y a vraiment là, pour le coup, des structures... Alors, un peu plus traditionnel au niveau couplet-refrain, qui viennent en fait des morceaux sud-africains qui étaient structurés comme ça. Et surtout, il y a du texte, elle parle de choses, là, c'est plus clair, même si sa poésie fait que des fois, on ne sait pas trop... mais c'est ça le charme. Mais moi, c'est ce que j'adore chez elle, c'est-à-dire que... Je pense qu'effectivement, tu vois, moi, je me suis jamais réellement penché dessus, et vu ce que tu as dit tout à l'heure, je pense que maintenant, j'ai qu'une envie, c'est juste de relire le texte sans la musique, alors que si on me met la musique, je pourrais chanter les paroles en même temps, sans réaliser ce que je dis. Et maintenant, j'aimerais juste lire le texte pour réaliser de quoi peut-être ça peut parler, tu vois. Voilà. Après,
Elle a des formules aussi. Moi, enfin, on va rentrer dans le détail de l'album. Mais je trouve qu'il y a des choses qui sont très touchantes, même si tu n'es pas très très sûr selon sa part. Par exemple, dans un morceau, je crois que c'est l'Eclipse, ou je sais plus si c'est celui-là où elle dit mes aquabons, mes aquariens. Et apparemment, c'est une chanson sur les amours qui s'effilochent, ça et tout. Mais même si tu le comprends pas, même si tu n'es pas très sûr du sens, c'est évocateur, quoi. Et surtout qu'en plus, c'est comme elle le chante, en plus. Il y a une espèce de nonchalance quand elle chante, mais elle n'est pas absente. C'est-à-dire que c'est pas une nonchalance distante. C'est pas une petite voix non plus. Elle a peut-être pas un très grand volume sonore. Moi, je connais pas, mais elle est très très présente. Enfin, elle sait pertinemment, et ça c'est le côté sonore de son travail. C'est-à-dire qu'elle utilise la voix, effectivement, pour le coup, entre guillemets, comme elle a pu utiliser une guitare et tout. Elle sait placer sa voix là où le moindre mot qu'elle va ou chanter, ou déclamer, ou dire, va avoir une espèce d'effet maximal, quoi. Et c'est ça qui est... Ouais, et tout l'album, c'est ça que je trouve génial, c'est que tout l'album est comme ça. Donc, comme je le disais, assez lumineux, c'est-à-dire qu'on est dans une musique quand même qui est plutôt joyeuse, très rythmée, avec ces phrases de guitare là qui tournent en boucle, qui sont vraiment typiques de la musique sud-africaine, et au-delà d'ailleurs, dans d'autres musiques africaines électriques, on retrouve ça... on retrouve ça chez Sunny Adé, on retrouve ça chez d'autres artistes où on utilise des espèces de phrases là un peu comme des riffs mais très ouverts. Voilà, il n'y a pas l'agressivité du rock, il y a un côté des espèces d'arpèges qui tout de suite te mettent en transe là, mais qui ont ce côté souvent effectivement très sont un peu plus légers, quoi. Et rapide en même temps. Voilà. Il y a un truc. Et il y a quand même des morceaux plus mélancoliques. Notamment, il y a une ballade à l'accordéon. Je crois que c'est Les Dents de l'amour. En fait, il y a quelque chose, je trouve, chez elle. C'est jamais dit clairement autobiographique. Mais en fait, tu sens que ça vient de loin. Tu sens qu'elle parle de quelque chose de précis. Toi, tu n'as pas les clés. Je mettrais ça, alors c'est au niveau musical et univers, ils sont très différents, mais à ce niveau-là, elle me rappelle quelqu'un comme Bashung. Bashung, on a l'impression qu'il a caché la plupart de ses sentiments et de ce qu'il voulait dire. En plus, c'est pas lui qui écrit les textes, Bashung, mais il a l'œil dessus, on le sait maintenant, il surveille et tout. Et caché derrière les jeux de mots, derrière des formules un peu géniales, là, d'assembler des trucs qui vont pas ensemble et tout, t'as toujours l'intuition qu'en fait, il est en train de parler d'une situation, d'une histoire vécue, d'un truc comme ça, mais t'as pas les clés. Et du coup, ça t'ouvre à toi, tu en fais un petit peu ce que tu veux, tu te l'appropries là pour le coup comme tu veux, et tu peux y voir une chanson sur la vie, sur l'amour, sur la mort, sur je sais pas quoi, sans être sûr. Et moi j'aime bien ce côté. On peut dire qu'on a, à l'inverse, on a de la chanson française qui souvent souligne tellement ce qu'elle veut dire, prend un thème à bras le corps et essaie de l'essorer. Voilà, on a ça dans la chanson engagée, puis on a ça aussi dans des textes, comment je qualifierais de trop habiles. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est plus de la musique parce que tu es tellement focalisé sur ce qu'on veut te dire, sur le sens que ça a, que tu oublies que quand même, au départ, chanter, tu peux le faire sans les mots, quoi, ce qu'elle faisait elle, sur ses 2 premiers albums. Et que les mots doivent être musicaux. Oui, c'est ça surtout. Et ça, chez elle, c'est tout le temps. Dans Où sont passées les gazelles, elle dit « La rue n'aura jamais cessé de me passionner », je crois. C'est vraiment une formule à la con. C'est-à-dire, c'est vraiment une formule dans une autre chanson, moi, je suis pas fan, quoi. Il y a des trucs beaucoup plus poétiques que ça. Mais la manière dont elle le chante et le moment où ça tombe dans la chanson, ça résume un petit peu, on voit bien qu'elle observe, qu'elle observe ce pays qu'elle connaît pas et que... Oui, non seulement ça peut te toucher, mais en plus tu as la certitude que même si tu la connais pas et tout, qu'elle parle d'elle. Ouais. À mon avis, le fait qu'elle aime la poésie et tout, c'est aussi peut-être ça. La poésie, c'est pour ça que c'est censé être un des arts majeurs, mais c'est très compliqué une poésie, quoi. Pouvoir écrire sans avoir recours à une forme de fiction ou de personnage ou de narration, à arriver juste à la vibrance des mots, à leur corps, à leur chair, et juste pouvoir les poser comme ça et que ça fonctionne. Bon, alors après, des fois on cède un peu de musique, mais c'est vrai que je pense qu'elle avait aussi ce talent-là, quoi. De savoir, là, comme ça, poser des phrases qui, tout de suite,
évoque plein de choses sans qu'on ait à se forcer non plus, quoi. Ou sans qu'on soit obligé d'intellectualiser, surtout. Et après, bah ouais, il y a un morceau qui s'appelle Momo, où elle dit Momo d'amour, Momo ceci, Momo cela. Et pareil, ça fonctionne, mais tu vois, tu dis c'est quoi ce texte et tout. Et il semblerait que ce soit un hommage à sa grand-tante qui s'appelait Morissette. Et du coup, Momo d'amour, ça devient autre chose, quoi. C'est une lettre, quoi, en fait. Bien sûr. C'est la personne qui l'a élevé, c'est... Ouais. Oui, non, c'est... Oui, et donc, oui, c'est parce que cet album, là, t'as parlé du petit... L'affaire avec Actuel, c'était dans la foulée de la sortie de l'album. Bah en fait, ouais, il sort de l'album, il y a le single qui explose, là, mais où sont passées les gazelles. Là, c'était quand même... Là, il faut dire que... Là, elle passe sur des émissions de télé. Ouais, voilà, nous, à l'époque, tu pouvais même passer dans même les premières émissions de genre Monsieur de Chavannes. Je sais pas exactement où elle est passée. Il y a très peu d'archives, hein. Vraiment, sur le net, on trouve très très peu de vidéos, quand même. C'est vrai que c'est pas fou non plus. Mais elle n'a pas fait de 36, je pense. Par contre, ce morceau-là, à la radio, il passait. Mais à la radio, on est d'accord, on l'a tous entendu, et puis tout le monde le connaît. Par contre, si tu vas sur YouTube et que tu vas voir une vidéo de Mais où sont passées les gazelles, derrière, tu as des centaines de commentaires, des gens qui sont nostalgiques, et ça me rappelle mon enfance, et machin. Non, ça c'est un tube, c'est un vrai tube, c'est le seul de sa carrière, mais c'est un vrai tube. Après, il est emblématique de l'album, hein, l'album ressemble beaucoup à ça. Après, moi j'ai vraiment un faible sur cet album, et c'est un morceau que je passe dès que j'en ai l'occasion, un morceau qui clôt l'album, qui s'appelle Tous Pareils, qui a plus un rythme d'afrobeat que d'Afrique du Sud. Ce sont vraiment des nuances, mais surtout qu'il y a une espèce de mélancolie que je trouve superbe. Je te le fais écouter ? Ah oui. La lune et le soleil sont pareils. Tu sais, la lune et le soleil sont pareils. La lune annonce la nuit et le soleil annonce le jour. L'ombre et la lumière sont pareils. L'ombre et la lumière sont pareils. L'ombre décale l'ennui. La lumière ravive l'oubli. Enfin fond, ils sont tous pareils. Au fin fond, ils sont tous pareils. Et ça me frappait, mais ils sont tous pareils. Tu sais, mais ça m'épate, mais ils sont tous pareils. Les étoiles sont pareilles, les esclaves sont pareils. Mais toi et moi, nous ne sommes pas pareils. Mais toi et moi, nous ne serons Je pense pas que ce soit jamais pareils. l'article d'Actuel qui est flingué l'album. L'album il a quand même marché. Et puis, Oui, c'est ça que je voulais te demander tout à l'heure. Oui, Après, ça, moi, j'ai souvenir que de la chanson. C'est vrai que donc je sais plus trop si l'album en lui-même avait quand même été bien reçu. Je sais plus. Elle n'avait pas eu une récompense. Si, elle a eu le bus d'acier. Alors le bus d'acier, c'est une récompense qui n'existe plus, mais qui était décernée, je sais plus par qui, mais je me demande s'il n'y avait pas les magazines de l'époque, s'il n'y avait pas Best et Rock and Folk dans le coup, enfin les journalistes, qui lui avaient donné le titre de meilleur album rock de l'année. Ce qui est assez ironique quand on voit qu'il n'y a pas de rock. Mais ça veut dire qu'il y avait une certaine ouverture d'esprit à l'époque, et puis ça veut dire qu'elle était quand même reconnue par une partie de la critique. Et oui, je pense que l'album il a pas mal marché. Après, elle a jamais marché à la hauteur de ce que les maisons de disques espéraient aussi. Mais avec cette crédibilité internationale quand même, et notamment, on l'a dit, hein,
je pense que toute la vague World qu'il va y avoir après, Peter Gabriel n'a pas encore monté Real World, son label, il y a tout le monde là qui est sur les starting blocks, et je dirais qu'elle a un peu dégainé la première, quoi. Enfin, c'est pas la seule, mais elle le dit, à propos de ce disque, elle dit « C'est un disque qui raconte la rencontre entre deux mondes, pas juste l'histoire d'une femme européenne qui va en Afrique. Je ne suis pas parti là-bas pour retrouver les sons des tam-tams ou le sifflement des serpents, ni pour ressusciter d'anciens rythmes des cavernes comme le ferait un anthropologue. La musique là-bas est vraiment vivante. » Donc c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de dire « voilà, comme j'étais à New York, comme j'étais à Nassau, je vais laisser infuser en fait cette musique qui m'attire et mettre mon grain de sel là-dedans, mettre ma vision, mes textes, ma manière de chanter là-dessus. Bon, c'est quand même un coup dur pour eux, cette espèce de retour qu'ils ont, qui vivent pas très bien. Et le Brésil vient de rentrer en démocratie, il faisait pas très longtemps, il se passe des choses là-bas, et ils décident de partir au Brésil. Et alors, elle repart avec toujours Esteban. Toujours Esteban. Et il y avait l'autre. Kidron, je crois qu'il est. Adam Kidron, je crois qu'il est encore sur le projet suivant. Un peu sur le coup. Mais alors, le problème. Ah oui, non, et aussi. Non, déjà, pour rattraper cette histoire d'appropriation, elle devait faire une tournée avec les musiciens d'Afrique du Sud. J'allais te demander, d'ailleurs, est-ce qu'il y avait eu une tournée Ils ont calé les dates, mais le gouvernement sud-africain les a interdits de sortie. Donc ça a fait foirer le truc, et c'est ça qui a fini de les écœurer en fait. Et c'est ce qui a fait que le projet d'après devait se faire au Brésil. Mais là aussi, je sais pas, alors bon, je vais pas de toute façon raconter tout le bouquin, mais ça foire, ça se passe pas exactement comme ils veulent. Je crois que c'est dans celui-là qu'elle veut reprendre, toujours cette histoire de reprise, elle va reprendre My Bloody Valentine. Funny Valentine. Là, j'y étais plus, là. Non, My Bloody Valentine, c'est ça après. Elle va reprendre le standard de jazz My Funny Valentine, et elle rencontre Chet Baker. Mais Chet Baker est à la fin de sa vie, au bout de son rouleau, et c'est très compliqué de lui faire sortir 3 notes de trompette. Donc il vient au studio, il est sur la version définitive, mais on entend qu'il joue très peu. Il y a une deuxième piste de trompette qui est mixée très derrière, et à mon avis parce que le son n'est pas nickel, et quand on sait que Chet Baker, il a un son magnifique, c'est un trompettiste c'est du miel quoi quand il joue la trompette, c'est un peu douloureux de voir ce musicien qui est là parce qu'ils se sont rencontrés et tout ça, mais finalement ce qu'il donne, c'est pas... La version, elle n'est pas mémorable. Parce que là, tu dis, ils sont quand même au Brésil, mais donc ils commencent l'enregistrement d'un nouvel album là, ou c'est... Non, je crois que finalement, il enregistre pas au Brésil. Je me souviens plus, mais... Après, ils sont pas en Angleterre. Non, c'est pas ça. Si, c'est peut-être là qu'ils sont en Angleterre. Mais il reste 2 albums, en fait. Hein. Il y a One for the Soul, qui est celui-là, celui dont je parle, là. Et où alors là... Peut-être c'est en Belgique ou en Angleterre, je sais plus. Ouais, je suis un peu perdu, là, j'avoue. Pourtant, j'ai relu le bouquin, mais je suis un peu perdu. Mais en tout cas, elle enregistre cet album avec, là, pour le coup, des structures plus classiques, mais aussi des instrumentations plus classiques. Une prod... je sais plus... Oui, c'est ça, c'est que le label veut un son... plus moderne. Je confonds un peu l'histoire des 2 derniers albums en fait, mais c'est une descente où petit à petit elle perd la main en fait. Oui. Bon, One for the Soul, je l'ai écouté une paire de fois, il y a toujours l'émotion de sa voix, mais tu vois, c'est pas des albums très très passionnants quand même, quoi. Il y a un truc qui se perd petit à petit. Oui, qui s'est cassé aussi peut-être après tout ça, quoi. Et puis elle picole. Par contre, voilà, elle était un peu restée à l'abri, mais elle s'est mise à picoler de plus en plus. Et là aussi, les témoins disent que ça joue sur sa voix, c'est-à-dire que c'est ce qui lui permet aussi de prendre de l'assurance sur le chant, de plus rester dans le côté brutiste qu'elle avait au départ. Mais du coup, elle devient assez dépendante, et puis des fois elle arrive dans certains états au studio où c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà. Et le dernier album qui s'appelle Suspense, c'est un album très fantomatique en fait, où on sent qu'elle est, là pour le coup elle est un peu distante, quoi. Voilà, et elle se retire en fait, on lui prête une maison dans un coin perdu de la France. Elle va continuer un peu à bouger un peu quand elle aura l'occasion, mais
Elle est surtout dans une espèce de repli où elle a d'autres pratiques artistiques. Elle fait plus beaucoup de musique, mais elle se met à la peinture. Elle se retire complètement de l'aventure musicale. Oui, ouais. Elle écrit, elle peint et elle le fait de manière très intuitive et en suivant ses envies et ses découvertes. Elle est influencée par les artistes qu'elle observe, par les endroits où elle se trouve, par le matériel qu'elle a entre les mains. Et après, c'est une histoire très triste puisqu'on lui découvre un cancer et que comme c'est quelqu'un qui a toujours refusé de se laisser enfermer dans quoi que ce soit, elle veut pas de thérapie, de traitement lourd, elle veut pas se retrouver à l'hôpital et elle sait qu'elle va souffrir, mais comme elle a vu sa tante mourir malade et tout, elle veut pas de tuyaux, elle veut pas de choses comme ça, quoi. Donc on va pas s'attarder là-dessus, c'est pas l'objet de cette émission, mais on va quand même voir que c'est dans la continuité en fait de sa trajectoire, c'est-à-dire que pour moi, Lizzy Mercier-Desclous, c'est quelqu'un qui incarne une liberté artistique, mais une liberté totale en fait. Entière. Après, son premier album, il est marqué par une époque, et moi, il y a des trucs, tu vois, dans la no wave, il y a des trucs qui me gonflent un peu, je suis pas sensible à tout, mais je suis tellement sensible à cet aspect-là, à cette espèce de... J'ai l'impression qu'il n'y a rien de calculé chez elle. Oui. D'une et du coup d'une vérité quand même. C'est ce qu'on recherche à un moment. De toute façon, je pense qu'on a un peu évoqué tout le cadre de sa vie, ces moments-là un peu emblématiques, mais c'est ça qui ressort, j'ai l'impression, de toutes ces étapes de son voyage. C'est ce côté complètement entier, libre, pas de limite. Et puis voilà, arriver à garder des traces de cette liberté, ce qui est quand même super, quoi. Oui, c'est pour ça que je parlais de photographie au départ, d'instantané de sa vie, mais surtout je trouve que cet album, pour revenir quand même à l'objet de départ, cet album Zulu Rock, c'est pour en fait les reproches qu'on lui a fait et l'histoire qu'il a eue. Ça montre bien que, là pour le coup on dit souvent, les gens, il était en avance sur son époque et tout. Oui, elle avait pas beaucoup d'avance, mais pas seulement sur le fait qu'elle a fait découvrir la musique sud-africaine. En fait, c'est sa démarche qui, je trouve, était un petit peu en avance. C'est-à-dire ce truc de se dire, si je fais un album à tel endroit, je le fais avec les gens qui sont là, et je vais pas faire semblant, singer la musique qui existe déjà. Je vais pas, moi, faire de la musique sud-africaine, je vais demander aux musiciens de faire leur musique et moi je vais apporter mon univers là-dessus. Oui. Et si mon univers c'est juste les paroles, ça sera juste les paroles. Si je dois gratouiller une guitare parce que je viens de découvrir cet instrument, je gratouille une guitare. Et je crois que, c'est pareil quand on voit les vidéos, on la voit danser aussi, comme elle fait du playback, ce qui devait la faire royalement chier, je pense. Elle a que ça à faire en fait, mais elle danse pas du tout selon une chorégraphie étudiée ou tout ça. On sent qu'elle danse comme quelqu'un qui se lâche sur de la musique, quoi. Ce qui me frappe là, en ayant écouté de nouveau là, tu vois, c'est un petit morceau, et vu que j'ai écouté d'autres petites choses, puis je pense que ça rejoint ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui cet album il a l'air totalement valable, quoi, totalement. Il n'est pas daté. Ah non, mais de toute façon, tu vois, il est totalement frais, quoi. Tout est parfaitement en place, tout sonne super bien, t'entends tout. Ouais, t'as une espèce de truc là qui se donne en bloc là, qui se donne complètement et qui est et puis qui est un peu comme un ovni, quoi. Personne avant, personne après, presque. Il y a un test qui trompe pas, c'est quand tu mets des morceaux de cet album, je parle pas du single qui peut parler nostalgique, quand tu mets des morceaux de cet album à des gens qui le connaissent pas du tout, dans des soirées ou quoi, ça danse, quoi. Ça danse parce que il y a quelque chose d'irrésistible, déjà. Et je voulais citer toujours dans le même bouquin, je le répète encore, Lizzy Mercier-Desclous, une éclipse de Simon Clerc. Il est très bien ce livre. Voilà, c'est un joli livre, quoi. C'est vraiment un joli livre. En plus, c'est un petit éditeur, donc c'est bien facile. Oui, il faut encourager. Allez l'acheter. Donc un de ses nombreux amoureux, Seth Tillett, celui qui donc est censé avoir fait la pochette du premier album, il dit d'elle, elle était comme une sirène, les hommes s'échouaient sur ses rochers. Alors, l'image, elle est assez classique. Bon, la formule, elle est bien. Les hommes s'échouaient sur ces rochers, elle est bien. Mais de dire d'une femme, elle est comme une sirène, le chant de sirène et tout. Mais moi, quand j'ai lu ça, au-delà du côté dramatique, je vois ce côté
irrésistible alors que c'est pas ton truc. Alors que voilà, c'est pas, a priori, la carrière de Lizzy Mercier des Clous, c'est pas la musique que j'écoute le plus à côté, c'est pas les styles. Et surtout la chanson en français, moi c'est pas mon truc. Mais il y a vraiment un truc irrésistible, je crois. Moi je mise là-dessus, qui est lié au fait qu'il y a aucun mensonge chez elle, quoi. Il y a un truc pur. Un grand écart suit son cours entre les dents de l'amour. L'étagère. Un podcast de Yann Jouvert et Christophe Bauer. Réalisation Yann Jouvert. La musique du générique est signée Off. Avec des extraits des albums de Lizzy Mercier des Clous, Press Color, Mambo Nassau, Zulu Rock, ainsi que le morceau de Richard Hell and the Voidoids, Blank Generation. Retrouvez tous les épisodes de l'étagère sur vos plateformes habituelles. Vos critiques, questions et encouragements sont les bienvenus sur la page Facebook L'étagère podcast.